Il y avait à Bagdad, au temps du calife Haroun al-Rachid, un pauvre homme de portefaix qui se nommait Sinbad. Il arriva qu'un jour, où il avait apporté un lourd fardeau par une chaleur accablante, il vint à passer devant une riche demeure. Je n'ai que ma misère, à l'ombre des palais. Je n'ai que ma misère pour la poser au frais. Le Seigneur bienheureux qui dort dans ce jardin, le Seigneur bienheureux, s'occupe de rien. Merci, toi le Très-Haut, d'avoir tendu pour nous un ciel bleu là-haut pour les sages et les fous. Le même ciel bleu pour les pauvres et les riches. Mais si demain il pleut, le riche, lui, s'en fiche. Hé! Hé, l'homme! Viens un peu ici. Moi? Où ça? Là! Entre dans le jardin. Tu aimes à improviser des poésies, je vois. Moi, j'aime à improviser sur ma flûte. Nous sommes faits pour nous entendre. Comment t'appelles-tu? Sinbad le portefaix. Je suis un bien pauvre homme de portefaix. Oh, quelle curieuse coïncidence. Je suis un marchand assez fortuné, mais on m'appelle toujours Sinbad le marin. Sinbad? Oui, Sinbad, c'est moi, Sinbad. Voilà! Voilà! Qu'on apporte ici un bon repas et les meilleurs vins de ma cave. Il faut m'excuser d'avoir parlé pendant que vous faisiez de la musique. Mais ne t'excuse pas, tu es mon frère. Tiens, pendant que tu vas te restaurer, je vais te conter comment je suis parti pour mon premier voyage. Lorsque mon père est mort, j'ai tout vendu, tout. Les maisons, les habits, je voulais voir du pays. J'embarquai une assez belle cargaison sur un vaisseau partant pour Balsora. Après des jours et des nuits, d'île en île et d'une mer à l'autre, nous descendîmes un soir la voile devant un îlot à fleur d'eau, un vrai petit jardin de paradis. Nous descendons à terre, les matelots se mettent à rire, à boire. Moi, je m'allonge sur la plage en regardant les cuisiniers entasser le bois pour faire du feu et je m'endors. Je suis réveillé par un vrai tremblement de terre. Notre île se mettait à danser, comme ça, et tous les marins couraient aux chaloupes. Alors, vous vous êtes enfui? Mais l'île s'enfonçait, et les barques s'éloignaient à grande force de rame, et l'île donnait de grands coups de queue. Quoi? Oui. Une île qui remue la queue. Qui remuait la queue parfaitement, parce que c'était pas une île, mais un gros poisson. Une baleine qui sommeillait depuis des semaines et qui avait laissé le sable s'accumuler sur son dos. Il était même poussé des arbres dessus. Pas des grands arbres, des petits arbustes, quoi, comme ça. Et qu'est-ce qu'il avait réveillé, la bête? Le feu, tiens. Quand les cuisiniers ont allumé leur grande flambée, ça l'a chatouillé, la baleine. Elle s'est secouée, elle a plongé. Et alors, sans barque, comment as-tu fait? Un baquet. J'ai attrapé au vol un baquet de bois. Je faisais marcher les pieds et les mains pour me rapprocher du navire. Oui, Et tu es revenu par le bateau? Oui, je voulais revoir Bagdad et y passer en paix le reste de mes jours. Naturellement, tu es reparti tout de suite. Je n'y suis resté que le temps d'acheter quelques maisons, dépenser une partie de ma fortune et j'employais le reste à équiper un beau navire aux voiles solides. Et un matin, au premier jour d'ennui, le vaisseau a pris la mer. Un matin, nous avons touché une île aux arbres immenses, chargés de fleurs et de fruits. J'ai eu la curiosité de voir où menait un clair ruisseau bordé de pêchers parfumés. Je me suis aventuré à l'intérieur de l'île. Je perdis la notion du temps et je m'endormis là, au bord du ruisseau. Lorsque je revins à la plage, plus de bateaux. Plus de bateaux. Je montais sur un arbre, pas une voile sur la mer, pas une trace de vie humaine sur la terre. J'étais seul, dans une île déserte. Mais à l'intérieur de la forêt, j'aperçus de là-haut de mon arbre un dôme blanc. Une mosquée. Ça ressemblait au dôme d'une mosquée et blanc comme du marbre. Mais quand je m'approchais, c'était fermé. Pas de fenêtre, pas d'ouverture. Je tournais autour, pas d'entrée. Je fis le tour en comptant mes pas, 50 pas, et bien fermé. Et fermé
comme un œuf. Oui, tu croyais pas si bien dire. Je venais de faire le tour lorsque le ciel s'obscurcit. Un immense oiseau cachait le ciel, descendait, c'était la nuit, et soudain, plof, il se posa sur son œuf. C'était bien un œuf. C'était bien un œuf de roc. C'était l'oiseau roc qui venait couver son œuf et moi avec. Ses plumes étaient longues comme les plus grosses branches des plus grands cèdres du Liban. Et juste au-dessus de moi, il y avait une de ses pattes. Alors, je dénouais mon turban, j'en accrochais un bout à cette patte et j'enroulais l'autre extrémité autour de moi. Tu sais que les marins s'entendent à faire des nœuds. Oh, que la nuit me sembla longue. Oh. Mais au matin, un cri énorme m'éveilla. Et soudain, dans un grand battement d'ailes, j'étais transporté dans les airs. Je voyais l'île se rapetisser dans la mer. J'entendais le vent siffler dans mes oreilles. Je ne savais pas où m'emmenait mon vaisseau volant. Mais j'étais bien décidé à me détacher la première fois qu'il se poserait à terre. Il descendit. Je commençais déjà à dénouer mon turban, heureusement, car il avait à peine frôlé le sol qu'il avalait un gros serpent et hop, s'envolait avec mon turban à la patte. Tu étais sauvé? Sauvé. J'aurais mieux fait de rester dans l'autre île. Il m'avait amené dans la vallée des... Dans la vallée des... Des serpents. Dans la vallée des serpents. On marchait sur des diamants, c'est vrai, mais entre les diamants, ça grouillait de serpents. Je trouvais bien des fruits, de l'eau, mais je pensais à la nuit. Il semblait impossible de sortir de ce couloir rocheux entre des parois lisses comme un mur. Enfin, je trouvais une grotte et je m'y barricadais avec des grosses pierres pour pouvoir dormir en sûreté. Mais alors, je me retourne. Et là, au fond de la grotte, qu'est-ce que je vois? Un serpent colossal dormait sur ses œufs. Toute la nuit, j'ai tremblé en pensant que le serpent allait se réveiller. Et alors, à la première lueur de l'aube, je suis sorti tout flageolant de ma grotte. Et devant moi, un énorme quartier de viande me tombe sur les pieds. Je lève la tête. D'en haut, des gens jetaient des quartiers de mouton, des morceaux de bœuf. Pour les serpents? Mais non, pour les diamants. Ah bah... Oui, c'était des pêcheurs de diamants qui jetaient des blocs de viande. Les diamants se piquaient dans la viande. Oui, mais ils ne pouvaient venir chercher la viande. Et c'est pourquoi les pêcheurs devenaient chasseurs, parce que ceux qui venaient chercher la viande et les diamants, c'était les aigles, les vautours, enfin, tous les charognards du coin. C'est même ce qui m'a sauvé la vie. Et comment ça? Aussitôt que j'ai vu tournoyer les oiseaux de malheur, j'ai pensé que pour moi, c'était des oiseaux de bonheur. J'allais me faire emporter comme avec l'oiseau roc. J'ai d'abord rempli mes poches de diamants, puis je me suis mis sur le dos et je me suis accroché sur le ventre avec ma ceinture un gros morceau de viande. Oh, c'était moins agréable encore qu'avec l'oiseau roc. Enfin, je me suis trouvé dans un nid d'aigle en moins de temps qu'il ne t'en faudra pour vider ce verre de vin. Alors, les chasseurs sont accourus, m'ont restauré, j'ai pu reprendre la mer sur un de leurs bateaux et au revoir Bagdad. J'avais beau me promettre de rester sagement à vivre sur la fortune de mes diamants, il me fallut repartir. Que d'aventures. Des ogres, des cannibales. Des cannibales? Oui. Des mangeurs d'hommes de toutes les tailles. Et même un géant d'entre les géants. Un géant? Oui. Un jour, la tempête nous a jetés sur la montagne des singes. Partout, sur la mer, des singes nageaient de haut. De vilaines petites bêtes couvertes de poils noirs avec des yeux jaunes qui grimpaient de tous les côtés en un clin d'œil. En un instant, ils avaient grimpé tout en haut des mâts. Ils sciaient les cordages avec leurs dents pour faire dériver le navire, pour l'amener sur le sable. Et lorsqu'il fut échoué, ils nous poussèrent sur le rivage avec des petits ricanements. Il riait vraiment? Oui, des rires de singe. Et nous voilà devant un grand palais creusé dans le rocher, avec une vaste porte d'ébène. Lorsque nous sommes arrivés devant cette porte, hop, les singes sont repartis dans le vaisseau. Comme par miracle, ils l'ont remis à flot, et nous étions encore en train de nous frotter les yeux que le bateau avait disparu, et plus un seul singe sur la mer, ni sur le rivage. Et ce palais...
Ben, à vrai dire, c'était une simple salle. Une grande salle vide. Nous tombions de sommeil, mais plutôt que de rester là-dedans, nous sommes allés sur la plage, devant les portes d'ébène. Et soudain... Qu'est-ce que c'est? Un géant. Il a des oreilles d'éléphant. Sa bouche est aussi large qu'un four de boulanger. Il a des yeux rouges, des yeux comme des braises. Cachons-nous! Où ça? Y a rien pour se cacher sur cette plage. Attention! Sa main nous barre le passage! Oh, les ongles crochus! Et son autre main par là, c'est comme un mur tout noir. Il y a que les portes! Entrons toujours? Eh ben oui, entrons. Y a pas d'autre issue, de toute façon. Et il vous a enfermé dans son palais? Prise au piège, oui. Et il a bouclé la porte avec un gros rocher, puis il a ramassé quelques troncs d'arbres. Pour lui, c'était comme des brindilles. Et il a fait un bon feu. Pour vous faire cuire? Eh oui, pour nous manger. Et le premier qu'il a pris dans sa grande main, c'était, devine. Ce n'était pas toi, puisque tu n'as pas été mangé et que tu es là, devant mes yeux. Si, mon ami, si, le premier qu'il a pris, c'était moi. Sa grosse main toute noire s'est refermée sur mon corps. Oh! Déjà, je me voyais mort. Lorsque sa main s'est desserrée, et un énorme index crochu s'est approché de mes côtes. Il me tâtait. Il sentait les os sous son doigt. En ce temps-là, j'étais très maigre, il faut dire. Bref, il m'a pas trouvé assez dodu, et me saisissant par le bras, plouf, il m'a rejeté au milieu de mes compagnons. Oh, j'ai cru que j'avais les jambes brisées. Enfin, j'avais eu plus de peur que de mal. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Oh, ce pauvre capitaine. Oh. Enfin, soyons justes, il faut bien reconnaître que c'était le plus gras de nous tous. Je l'aimais pas beaucoup, ce capitaine, mais enfin, ça fait toujours de la peine de voir manger son prochain à la broche. Oh, oui, Ouais. oui. Aussi, lorsqu'après ce succulent repas, le géant s'est endormi, il n'y avait pas une minute à perdre. J'ai pris une initiative. J'ai donné des ordres. Pendant qu'il dort, nous allons former deux équipes. Toi, par ici. Toi, par là. Toi. Toi. Et toi, avec moi. Toi et toi dans l'autre camp. Chaque équipe va prendre une grande broche et la faire rougir au feu. Et, à mon commandement, nous le rendrons aveugle en enfonçant les broches ensemble dans ses yeux. Hein? Chut, pas de bruit. Attention. Encore un peu dans le feu. Attention. Victoire! Ah! Et vous étiez enfermé avec lui? Oui, mais je savais bien qu'il chercherait à sortir pour laver sa blessure, pour chercher de l'aide. Un tâton, il a ouvert et s'est précipité dehors. Et vous avez pu vous enfuir? Non, jamais radeau n'a été plus vite exécuté. Nous avions peur que le géant aveugle ne revienne et nous écrase, ou même qu'il y ait d'autres géants. Mais vous n'en avez pas vu? Nous l'avons pourtant échappé belle, car à peine avions-nous gagné le large que notre géant aveugle revenait avec une femelle encore plus horrible que lui, avec une bouche qui lui tombait sur la poitrine et qui s'est mise à jeter d'énormes blocs de roche en notre direction. Mais nous étions hors de portée déjà, et nous avons pu retrouver nos parents, nos amis et ce vin délicieux dont tu accepteras bien encore un verre. Oh! J'ai beaucoup bu, et je n'ai pas coutume de faire pareil festin. Ah, tu n'as pas coutume d'entendre de tels récits, mais tes poèmes me plaisent. Improvise-en sur ma musique. Quand Sinbad revient à Bagdad, quand Bagdad retrouve Sinbad, c'est la grande parade, c'est la bousculade. On sait qu'il y a sérénade, des contes à la régalade, contes merveilleux, contes prodigieux de Sinbad, le marin de Bagdad.